Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans votre édition de 15h dont elles sont les faits saillants de ce mercredi 7 décembre. Le Premier ministre a décoré l'ambassadeur de Djibouti en France. Actualité internationale en Allemagne, Merkel réélue à la tête du CDU pour conduire la campagne électorale de 2017. Bonjour à tous et dans notre série consacrée à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier messager de Dieu appelant les gens à la soumission et à l'adoption de la foi islamique, rappelant que le prophète Mohammed a eu la révélation pour devenir le messager d'Allah à l'âge de 40 ans. Notre thème d'aujourd'hui porte sur les leçons pratiques tirées de la Hijra ou le départ de la Mecque vers Médine. Après 13 ans de sensibilisation et d'orientation, le prophète a immigré à Médine. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon Abu Bakr as-Siddiq que selon longuement préparés pour ce voyage épique, ils ont préparé leur monture, planifié comment dissimuler leurs traces ou engager un guide et désignèrent même ceux qui leur apporteront des nouvelles venant de la Mecque et ceux qui leur amèneront de la nourriture chaque nuit. Lorsque le messager d'Allah a reçu la révélation, il lui a été ordonné de transmettre, de mettre en garde publiquement et sans combattre au début afin d'appeler à l'unité ou à l'adoration d'un Dieu unique, Allah. Ceux qui enfoncent les Arabes, les idolâtres qui venaient de toutes les régions au moment où ils se rassemblèrent à l'occasion de leur pèlerinage. Et le messager d'Allah, le salut d'Allah soit sur lui, disait: la plupart des musulmans ont émigré à Médine de nuit. Parmi les émigrants se trouvait Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée. Ce dernier est sorti de la Mecque en plein jour, accompagné de 40 émigrants faibles, de conditions modestes. Il brandissait son épée et parlait d'une voix forte aux guerriers de Quraysh qui ont hésité à s'approcher de lui. De la Hijra, nous pouvons tirer de grands enseignements. La première leçon d'une extrême importance fut que la Hijra, c'était de prendre la décision d'émigrer dans un endroit offrant de meilleures conditions pour être productif et actif pour propager la nouvelle foi, celle de l'entrée dans l'islam. Interrogeons-nous, comment vous pourriez mettre en pratique ces enseignements? De quoi avez-vous besoin pour vous éloigner afin que vous puissiez mener une vie productive et conforme à vos engagements envers Allah subhanahu wa ta'ala? Il ne s'agit pas nécessairement d'émigrer d'un pays à l'autre, il s'agit de s'éloigner de ses péchés, revenir à soi et se repentir et penser par soi-même et avec le Coran comme guide et lumière. Je vous l'annonçais en début du journal, le chef de notre représentation diplomatique en France, M. Aïd Moussaad Yahya, a été distingué ce mercredi 7 décembre 2016. Il a reçu la médaille de commandeur dans l'ordre national du 27 juin. Sa distinction lui a été remise par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. L'ambassadeur de Djibouti à Paris a ainsi été honoré pour les services rendus à la nation. Il est en outre le délégué permanent de la République de Djibouti auprès de l'UNESCO. La cérémonie de remise de la médaille s'est déroulée en présence de nombreux ministres, dont le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche, le ministre de l'habitat et de l'urbanisme et de l'environnement, le ministre de la santé, l'ancien ministre des Affaires étrangères Ali Abdi Farah et le directeur de la sécurité nationale Hassan Saïd Khairé. C'est une récompense du gouvernement selon le Premier ministre qui honore ainsi et à juste titre le travail d'un diplomate chevronné. Agriculture, le ministre de l'Agriculture Mohamed Ahmed Awale a procédé ce matin au Sheraton Hotel au lancement de la deuxième phase du projet dit Prodèrement au projet de développement rural communautaire de la mobilisation des eaux. La cérémonie a eu lieu en présence du secrétaire général du département de l'environnement Dini et du représentant de la Banque mondiale Mohamed Medawa et du coordinateur Baragota. La seconde phase de ce projet vise à renforcer l'accès à l'eau des populations rurales et à leur permettre de mieux gérer les ressources hydrauliques pour à la fois abreuver leur cheptel et entamer une agriculture de base
vivière. Rappelant que ce projet fait partie de la politique globale de la sécurité alimentaire que le président de la République a érigé en priorité l'accès à l'eau des populations nomades et de leurs cheptels. Une série de projets sont en exécution sur l'ensemble du territoire national. L'agriculture sédentarisée demeure très limitée en raison du manque général des ressources en eau, de la salinité des sols et des traditions pastorales des populations rurales. D'ailleurs, en raison de l'impact des changements climatiques et des conditions récurrentes de sécheresse, il existe actuellement une tendance à la sédentarisation, surtout dans les régions côtières où les anciens nomades se convertissent en pêcheurs. C'est dans ce contexte que le Prodermo, qui constitue le premier projet de développement rural soutenu par la Banque mondiale, a été lancé en 2012 avec comme objectif de développement d'augmenter l'accès des communautés rurales à l'eau et renforcer leur capacité de gestion des ressources hydrauliques et agro-pastorales dans la zone du projet à travers une approche participative au développement communautaire. Et dans son intervention lors de la cérémonie de lancement de la cérémonie de phase du projet, le ministre de l'Agriculture a félicité tous les acteurs institutionnels, mais aussi les bénéficiaires de la première phase du projet Prodermo qui en ont tiré profit. L'exécution de cette seconde phase est en parfaite adéquation avec la politique de développement rural prônée par le président de la République. Écoutons le ministre. Je tiens à souligner que ce projet Prodermo, en tout cas toutes les opérations du programme Prodermo et autres de développement rural, comme l'a si bien souligné le chef de projet de l'IGP, ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans un cadre stratégique global qui consiste à articuler, pour simplifier, croissance accélérée, un capital humain sain et de qualité, et enfin, une cohésion et une cohérence territoriale. Nous ne voulons pas qu'il y ait une fracture géographique. C'est pour cela que nous sommes là, pour aider plus particulièrement les nomades, les éleveurs, qui sont en nombre de 270 000 personnes. Nous sommes là pour œuvrer pour qu'ils ne soient pas marginalisés. Et dans ce cadre, nous avons mis en place une stratégie qui consiste, avec une hiérarchie de priorité qui consiste d'abord à affranchir de la soif cette population. Donc, beaucoup de points d'eau, que ce soit des forages, que ce soit des ouvrages de surface, que ce soit des petits barrages, micro-barrages souterrains. Dans cette perspective, je voudrais vous annoncer ici que 2 années, cette année et l'année dernière, les pays voisins ont connu une sécheresse aiguë. Mais si vous avez été épargné, surtout la région de Dora, qu'on appelait la région de soif de la République de Djibouti, c'est grâce aux travaux réalisés par le Prodermo, Promesse GDT et Progress et ainsi d'autres. Les communautés rurales ayant bénéficié, les premiers de ce projet se sont réjouis des résultats obtenus. Le coordinateur du projet, l'ingénieur Baragoita et son adjoint Abdelkader ainsi que le président du conseil de BOC, Al-Hajj Ali Humed, ont souligné que l'exécution de ce projet améliore l'accès à l'eau et des 6 régions seront ainsi concernées. Le développement rural communautaire et mobilisation des eaux est une mise à l'échelle des activités que nous avons entrepris dans le Prodermo initial et une mise à l'échelle des activités de mobilisation des eaux de surface, eaux souterraines, valorisation des eaux à usage agricole et pastoral et des AGR, activités génératrices de revenus, et ainsi que celle de renforcement des capacités des organisations communautaires et des directions du ministère de l'Agriculture et de l'Agriculture. Aujourd'hui, nous célébrons l'atelier de lancement du Prodermo additionnel financement 2 et dans la vie d'un projet, en fait, notamment tous les projets qui privilégient l'approche participative, l'atelier de lancement est un moment très important pour sceller la confiance entre l'équipe de projet et les bénéficiaires.
Et comme vous le savez, en fait, donc la conception d'un projet s'étale sur plusieurs années, durant lesquelles donc l'équipe de projet sollicite beaucoup les bénéficiaires sans savoir vraiment si on tient nos engagements. Et c'est un moment privilégié et donc pour sceller définitivement la confiance entre la population et l'équipe de projet. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Abdelkader Moussa Hilem, a reçu aujourd'hui le ministre du Transport de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, M. Ali Chidé. Le ministre du Transport éthiopien a été accompagné d'une forte délégation composée de l'ambassadeur de la République fédérale d'Éthiopie à Djibouti ainsi que de hauts responsables du chemin de fer djibouto-éthiopien. Était également présent à cette réunion le secrétaire général du ministère, M. Saïd Nouh Hassan, ainsi que le directeur général de la Société djiboutienne des chemins de fer, M. Mahmoud Roble Dabbar. Lors de cette rencontre, les discussions ont porté essentiellement sur le démarrage des activités du nouveau chemin de fer djibouto-éthiopien, ainsi que les voies et moyens de renforcer davantage la bonne coopération existante entre les deux pays frères. Et au Kempinski Palace Hotel s'est ouvert ce matin un atelier consultatif sur la gestion des données de base ou informations sur les passeurs et les capacités d'investigation en matière de lutte contre la traite et le trafic des migrants. Une vingtaine de responsables y ont pris part. Le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil, a ouvert l'atelier qui sera animé par un expert français spécialiste des questions de la lutte contre la traite humaine. Les institutions chargées de combattre la traite des humains et le trafic de migrants pourront ainsi compter sur un personnel qualifié. L'expert français vient de la police criminelle du ministère de l'Intérieur de la République française. Il sera appuyé par des carabiniers du ministère italien de l'Intérieur. La mise en place et le renforcement des centres d'accueil et d'information pour les migrants, la lutte contre les réseaux criminels impliqués dans la traite et le trafic d'êtres humains, notamment par la collection, l'analyse et partage des données. Et bien sûr, ce qui est vraiment la plus importante, la création d'opportunités socio-économiques pour les personnes déplacées. Cette partie de ce projet vise surtout le Soudan du Sud, mais c'est un phénomène important pour tout le monde, y compris pour Djibouti, et je crois que c'est là où se trouvent vraiment les réponses, comment arrêter ce flux migratoire dans l'avenir. Votre présence, Monsieur le secrétaire général, montre à quel point vous êtes engagé, le gouvernement djiboutien est engagé à nos côtés pour essayer de trouver des solutions. Nous savons que vous en subissez les conséquences, vous êtes un pays de transit, mais les populations sont également victimes, les populations djiboutiennes sont également victimes de ces flux, même si certains en tirent bien entendu des bénéfices qui doivent être condamnés et poursuivis. En tout cas, moi ce que je veux vous dire, c'est que la France est à vos côtés, est avec l'Union européenne dans ce combat pour lutter contre tous ces trafiquants, pour stopper ces flux. Il faut vraiment qu'on travaille la main dans la main avec les services du Premier ministre et les différentes administrations. C'est vraiment très très important. Écoutons donc à cet effet l'intervention du secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil. L'objectif de cette initiative est de donner un nouvel élan à une coopération interrégionale entre les pays d'origine, de transit et de destination des migrants, visant particulièrement la route entre la Corne de l'Afrique et l'Union européenne. Vous conviendrez avec moi que ces dialogues ont été utiles pour faire reconnaître la dimension globale de la question migratoire qui s'adresse à l'intégralité de l'Europe, en partenariat avec les pays africains de départ et de transit. Djibouti est considéré aujourd'hui comme un pays de transit, mais nous savons, selon les derniers développements, qu'il peut facilement basculer en un pays de destination. Face aux nombreux défis changeants, le gouvernement djiboutien agit
une gestion axée sur le respect des droits humains, la dignité des migrants, tout en s'attaquant avec vigueur aux réseaux de criminalité organisée qui profitent de la vulnérabilité des victimes. Pour ce faire, il a renforcé la République de Djibouti, sous l'impulsion du président de la République, son arsenal juridique, et notamment adopté la loi numéro 133 AN-16 du 24 mars 2016. La République de Djibouti a également mis en place un programme dédié à la lutte contre l'immigration clandestine et le trafic des êtres humains, dont le comité technique, composé des points focaux ici présents, a en charge la coordination et le suivi. Et nous marquons une courte pause pour l'appel de la prière al-Asr. Nous revenons tout de suite. C'était l'appel de la prière al-Asr et nous poursuivons avec les nouvelles du pays. L'association djiboutienne chargée d'évaluer l'impact des programmes sociaux organisés ce matin au Palais du Peuple, une cérémonie reconnaissant son apport. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du commissariat au plan chargé des statistiques à Marie Ali Saïd, la représentante de l'UNICEF, Madame Dianabou Mahadon, et le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil. Le président de l'association, Ali Mohamed Kamil, a fait un tour d'horizon sur la mission qui lui a été confiée, ainsi que JUP Évaluation est chargée de contribuer à l'instauration et à la personnalisation de la fonction d'évaluation de Djibouti, promouvoir la culture et la pratique d'évaluation à Djibouti, soutenir la recherche en évaluation disciplinaire et connexe au programme de la cérémonie de lancement, de présentation sur l'association, mais aussi un aperçu de la problématique de cette évaluation. En République de Djibouti. En faisant de la fonction évaluation son instrument d'intervention privilégié, l'association djiboutienne de l'évaluation manifeste son désir de contribuer à sa façon au développement des capacités des institutions nationales, qu'elles soient publiques, parapubliques ou encore de la société civile. L'association djiboutienne de l'évaluation s'inscrit résolument dans cette optique et s'engage à suivre les orientations tracées par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Lors de son intervention, le commissaire au plan, M. Amaré, chargé de la statistique, a indiqué qu'évaluation est reconnue comme outil par excellence pour juger de la pertinence. Voici ses propos. L'évaluation est reconnue comme l'outil par excellence pour juger de la pertinence, de la cohérence, de l'efficacité et de l'efficience de l'action publique. Il est également reconnu comme un outil et une aide à l'adaptation ou à la réorientation des stratégies publiques. Le lancement de Djibouti Évaluation répond parfaitement au contexte socio-économique de notre pays, car il coïncide avec deux événements importants. La retraite gouvernementale de 3 jours présidée par le président de la République est axée sur la promotion d'une croissance stable et l'adoption de réformes clés pour la transformation économique de Djibouti, et l'atelier de réflexion qui a suivi sur la bonne gouvernance sous le thème pour des institutions efficaces au service du développement du secteur privé, présidé par le Premier ministre. Cette transformation et toutes ces actions doivent être soutenues et régulièrement suivies et évaluées afin de consolider et renforcer les points positifs, mais en même temps de redresser et revoir les faiblesses. Et le gouvernement est conscient de l'importance de l'évaluation, comme la citation du discours du président qui a été cité par le président. Je suis convaincu que Djibouti Évaluation apportera une contribution non négligeable à l'édification d'une Djibouti meilleure. J'exhorte les membres de cette association à préserver et à persévérer dans la promotion de la pratique et la culture de l'évaluation de notre pays, dans le respect de vos valeurs que sont donc le professionnalisme, l'ouverture, la transparence et l'indépendance. Passons à présent à ce qui domine l'actualité internationale en France. Pour commencer, passation de pouvoir à Matignon entre Manuel Valls et Bernard Cazeneuve. Le nouveau Premier ministre Bernard Cazeneuve a succédé hier à Matignon à Manuel Valls, qui a démissionné pour se consacrer à sa campagne présidentielle. Samatar Saïd nous en dit plus.
ministre Bernard Cazeneuve a succédé mardi Matignon à Manuel Valls, qui a démissionné pour se consacrer à sa campagne présidentielle, au terme d'une brève cérémonie de passation de pouvoir. Manuel Valls est arrivé mardi 6 décembre, peu avant 8h30 à l'Elysée, pour remettre sa démission et celle de son gouvernement au chef de l'État, après s'être lancé officiellement la veille dans la course à la primaire organisée par le PS. Le Premier ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a été nommé à Matignon pour les 5 derniers mois du quinquennat. Bruno Leroux, 51 ans, qui était depuis 2012 à la tête des députés du PS, a été nommé mardi ministre de l'Intérieur, en remplacement du nouveau Premier ministre. André Valigny a été nommé secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État au développement et à la francophonie. Les deux hommes échangent ainsi leur poste. La passation de pouvoir a eu lieu à Matignon mardi après-midi. Le candidat à la primaire et de la gauche a répété qu'il jugeait impossible de cumuler sa défaite présidentielle avec son poste de Premier ministre et a salué Bernard Cazeneuve, un ami et même un frère. Un conseil des ministres réunissait le nouveau gouvernement au grand complet, aura lieu mercredi. C'était dans les titres. En Allemagne, la chancelière allemande Angela Merkel a été réélue hier à la tête de son parti, l'Union chrétienne démocrate, la CDU, et mènera donc la campagne électorale des législatives pour conserver la chancellerie en 2017. Avec 89,5% des voix, son deuxième plus mauvais résultat en 16 ans à la tête de la CDU. Elle perd ainsi 7 points par rapport à sa réélection il y a 2 ans à la présidence du parti, sur fond de critiques en raison de sa politique d'accueil des migrants en 2015. Son discours sur le sujet a été d'ailleurs changé. Avant d'être désignée mardi, elle a opté à un ton ferme sur l'immigration pour faire barrage à la droite populiste et tourner définitivement la page de sa généreuse politique d'accueil de réfugiés. Devant un millier de délégués de son parti réunis en congrès à Essen-Ouest, la dirigeante de 62 ans a assuré qu'une situation comme celle de l'été 2015 ne peut et ne doit pas se répéter. C'était notre objectif politique, a-t-elle insisté, plus d'1 an après sa spectaculaire décision d'ouvrir les portes de son pays à près de 9000 demandeurs d'asile fuyant notamment la guerre en Syrie. Cet afflux inédit a profondément bouleversé la société, partagée entre générosité et inquiétude à l'égard de l'afflux de réfugiés. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous dans quelques instants, le Focus. Tous, et merci de nous rejoindre pour cette seconde partie consacrée au Focus. Avec nous sur ce plateau, Nagat Fouad qui nous parlera du Ghana où des visas étaient distribués depuis 10 ans à des personnes à l'ambassade des États-Unis quand même. Voilà, effectivement, donc le département d'État américain a annoncé le démantèlement total d'une fausse ambassade américaine basée au Ghana pendant plus de 10 ans. Donc les faussières délivraison de vrais documents au nom de l'ambassade américaine. Donc l'opération de démantèlement s'est déroulée durant l'été selon le diplomate américain, la diplomatie américaine. Donc, mais ce n'est que ce week-end que le département d'État américain... Ça veut dire qu'avant, personne ne s'en est rendu compte que délivrer des faux visas, des visas politiquement corrects, mais que c'était des visas délivrés par l'ambassade et qui sont d'une fausse ambassade. D'une fausse ambassade qui a été démantelée ce week-end, comme vous le disiez. Effectivement, ça a été en fait publié sur Internet également. Donc le gang de faussières installé dans un quartier populaire de la capitale guinéenne avait tout d'abord attiré les demandeurs en fait de visas. Des personnes turques, guinéennes, en fait, de la Côte d'Ivoire également. Pendant plus de 10 ans, cette fausse ambassade a délivré de vrais documents qui a permis à des personnes d'aller aux États-Unis. Également à des documents de permis de conduire, des documents officiels américains, à des personnes d'origine guinéenne et d'autres régions de la Corne de l'Afrique. Donc un système bien rodé qui ouvre des interrogations sur le soutien qui ont pu bénéficier de la part de l'État américain et des personnes qui ont pu en fait immigrer aux États-Unis grâce à ces documents-là. Donc sur ces points, le département américain ne veut pas en dire plus. Il reconnaît toutefois qu'il est quasiment certain que le groupe a bénéficié d'une aide aux États-Unis. Pour l'heure, il précise que les perquisitions réalisées lors de l'opération de démantèlement ont permis de mettre la main sur 150 passeports issus de 10 pays et interpellé quelques suspects. Autre surprise de taille, dans la capitale de la Guinée, en fait, la découverte d'une
d'une ambassade des Pays-Bas. Donc elle aussi a été sur le même coup en fait démantelée. Peut-être qu'il y a d'autres pays qui sont victimes de ce genre de trafic de visas. Mais c'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi avec la suite de nos programmes.